La crise financière de 2008 a révélé l'épuisement, l'impuissance et l'impasse des politiques de stimulation de la consommation par l'endettement public. C'est bien à une crise des politiques économiques que nous sommes confrontés désormais. Face à la paralysie des politiques économiques, comment réinventer un modèle de croissance durable et élevé? Les politiques de stimulation budgétaire ne peuvent plus fournir la réponse. C'est une stratégie de croissance fondée sur les entreprises qu'il convient dorénavant de mettre en place. La réduction des dépenses publiques, la compétitivité des entreprises sont désormais les deux leviers d'une croissance à moyen terme durable et vigoureuse. Depuis 30 ans, la France a réagi à l'ouverture croissante de l'économie mondiale par une accumulation continue de dépenses publiques dont le taux rapporté au PIB est de 56% aujourd'hui. Cette différence représente 8 points de différence avec la zone euro et en particulier avec l'Allemagne. Si nous avions la structure de dépenses de l'Allemagne, nous dépenserions 160 milliards de moins que nos voisins d'outre-Rhin. Cette politique économique française, qui est poursuivie sur le moyen terme, appelle deux types de remarques. La première, c'est que le taux de croissance n'a pas augmenté sur la période à la mesure de l'effort public entrepris. Au contraire, on a assisté à une érosion tendancielle du taux de croissance potentiel. La deuxième observation qui mérite d'être faite, c'est que nous sommes dans une société en France dans laquelle l'État s'estime le seul légitime pour répartir les gains de productivité générés par les entreprises. A l'inverse, en Allemagne, ce sont les partenaires sociaux, chefs d'entreprise, syndicats, salariés, qui s'accordent sur une répartition des gains de productivité variable dans le temps et qui permet à l'entreprise de s'adapter à l'évolution de la conjoncture internationale. Il en résulte une vulnérabilité très forte des entreprises en France qui sont obligées d'ajuster le taux de chômage en fonction de la conjoncture. Il en résulte en France un chômage de masse qui est le produit de cette vulnérabilité récurrente des entreprises. L'Allemagne, à l'inverse, a poursuivi une politique de développement continu de sa compétitivité depuis une dizaine d'années. Elle l'a fait en particulier comme étant une réponse concertée, collective et consensuelle sur le plan politique pour restaurer la compétitivité de l'économie face au poids de la réunification. La réunification allemande a coûté à peu près 4% de points de PIB par an. Ça représente un plan d'aide à la Grèce par an. Et l'Allemagne s'est adaptée à cette nouvelle conjoncture par une politique de musculation de ces entreprises et non de relèvement du taux de dépenses publiques. Au contraire, le taux de dépenses publiques a été progressivement abaissé en Allemagne et le marché du travail a été libéralisé à la fois par l'administration Schröder puis par l'administration Merkel. Tout ceci pendant une dizaine d'années, marquant ainsi la volonté de l'Allemagne d'inscrire sa politique économique dans la durée et d'une manière cohérente et durable. La croissance économique, il est vrai, et il faudrait revenir aux fondamentaux de l'économie classique, relève d'un processus d'accumulation capitalistique. C'est le taux d'investissement qui fait la croissance, c'est le taux d'accumulation du capital, du stock net de capital productif, qui permet l'élévation progressive du taux de croissance. Dans ce registre, la structure financière des entreprises joue un rôle majeur. En Allemagne, le taux de marge, le excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, s'élève à 42%. En France, il reste à 30% et il ne semble pas appelé à remonter véritablement au-dessus de ce niveau. La structure financière des entreprises, très souvent sous-estimée, et par les économistes et par les décideurs de politique économique, joue un rôle clé dans cette politique de compétitivité. Les études comparées montrent que lorsqu'on considère les fonds propres des entreprises et les provisions, puisqu'en Allemagne on peut passer des provisions pour des montants importants, représentent 56% du bilan des entreprises manufacturières en Allemagne, 40% en France. Il faut rappeler à cet égard que
Tout ce qui permet de faire monter le taux de croissance relève d'une structure financière des entreprises forte et vigoureuse. L'investissement, qui en France est trop dépendant du crédit bancaire et des passifs fournisseurs. L'innovation. En Allemagne, l'effort de R&D est fait par les entreprises principalement. Les entreprises allemandes réalisent 50 milliards d'euros de dépenses de R&D par an. C'est 25 milliards en France. Ces dépenses de R&D sont financées à 70% par des fonds propres. L'exportation. L'exportation est un processus capitalistique. Pour pouvoir exporter loin dans le monde, de manière durable, de manière profitable, il faut avoir les moyens de poursuivre cet investissement sur une période importante, ce qui suppose un effort qui relève de la structure financière des entreprises. Ce sont ces composantes-là qui font la force de l'économie allemande, et en particulier le fait que l'Allemagne est arrivée pendant une période difficile, et malgré le fait d'appartenir à la zone euro, à développer ses parts de marché, à faire croître la taille de ses entreprises et à conserver un rôle à peu près identique à celui qu'elle avait 10 ans auparavant dans l'univers mondialisé. Les fonds propres des entreprises ne sont pas simplement un moyen de performance économique, ce sont en même temps les moyens d'une performance sociale. Le taux de chômage en Allemagne est finalement très peu dépendant de la conjoncture économique, comme on l'a vu en 2008-2009, alors que l'Allemagne a connu une récession très forte d'à peu près 4,5%, le taux de chômage a peu varié, alors qu'en France, il a fortement progressé, malgré une récession inférieure de moitié à celle de l'Allemagne. Les entreprises en France et les entreprises en Allemagne disposent d'une certaine façon de deux réponses possibles face au choc de la crise, face au choc conjoncturel. Dans un cas, les entreprises allemandes ont les moyens de faire face au caractère cyclique de l'économie internationale. Dans le cas de la France, le taux de chômage sert de variable d'ajustement. Au fond, ce qui permet de maintenir un taux de chômage à un niveau réduit, ce sont les fonds propres des entreprises. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe sur une dizaine d'années quand on regarde les choses depuis la fin des années 90, alors même qu'à cette époque, la France avait une situation comparée bien meilleure que celle de l'Allemagne. Son taux de croissance était un peu plus important, son taux de déficit était un peu plus important, son taux d'endettement par rapport au PIB était même un petit peu inférieur à celui de l'Allemagne. Au bout de 10 ans de politique économique comparée, nous avons en fait entre les deux économies un écartement des niveaux de vie. Si on prend la partie ouest de l'Allemagne, le PIB par habitant est supérieur de 22% à celui de la France. La conséquence de cet écartement des niveaux de vie, de cet écartement des rapports de puissance économique, n'est pas sans peser aujourd'hui sur le rapport de force, sur la relation franco-allemande et sur la gouvernance de la zone euro. On ne pourra pas avoir éternellement deux pays leaders en Europe qui en fait s'écartent en matière de performance économique. C'est un point très important car l'Allemagne n'a jamais voulu d'une Europe allemande, elle veut au contraire une Allemagne européenne. Dans cet ordre-là, le rôle de la France est décisif, sa compétitivité est décisive, son statut de grande puissance économique est décisif. L'autre point qui me paraît important de souligner, c'est le fait que le modèle européen qui est en vigueur en Allemagne est en fait répond à plusieurs logiques qui devraient conforter la mise en place de ce type de modèle économique partout en Europe. La première, c'est que face au chômage de masse qui sévit en Europe, le modèle rhénan, le modèle allemand, a démontré ses capacités à faire de l'entreprise un lieu d'intégration sociale, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas de taux de chômage plus élevé en Allemagne comme c'est le cas dans d'autres pays. La deuxième considération qui doit être prise en compte, c'est le fait que les politiques économiques keynésiennes supposent l'acceptation de ce type de politique par les marchés. Donc, toute chose égale par ailleurs, des politiques économiques qui accroissent les déficits rentrent progressivement dans une tutelle croissante des marchés. L'Allemagne a fait la démonstration qu'elle était capable de réaliser
à la fois un objectif de développement économique compatible avec le développement social et compatible avec un affranchissement de la tutelle des marchés. En définitive, ce qu'il faut bien comprendre de cette histoire-là, c'est que la réussite de l'Allemagne, ce n'est pas la réussite des Allemands qui sont les Allemands, c'est l'application d'une stratégie gagnante. Et en définitive, la conclusion revient peut-être à Montesquieu. Les pays ne sont pas cultivés parce qu'ils sont fertiles, mais parce que leurs habitants sont libres.